Bonjour à vous. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, un commentaire, c'est important pour moi. Éventuellement un petit don, lien dans la description, cela me permet de publier régulièrement, si mes vidéos vous plaisent bien entendu. En tous les cas, merci de votre soutien à cette chaîne. Donc là, cette vidéo va être sur la Transnistrie. Alors pourquoi je vous parle de la Transnistrie? Parce que c'est dans l'air du temps. On en a un tout petit peu parlé, mais rarement dans les grands médias. Donc moi, je vais vous faire un petit récapitulatif sur cette république qui est reconnue par absolument personne, même pas par la Russie, qui est pourtant le grand parrain de la Transnistrie. Alors bon, d'emblée, je vais vous dire pourquoi la Russie ne reconnaît pas la Transnistrie. C'est parce que ça sert à la Russie de levier diplomatique. C'est-à-dire, bon, la Russie peut en tout temps menacer l'Europe de reconnaître la Transnistrie si jamais il y avait un groupe, une pression un peu trop forte sur ce pays ou si l'Ukraine bon, commençait à devenir problématique. Alors là, comme vous avez pu le constater, l'Ukraine est devenue très problématique pour la Russie, et pourtant, ce n'est pas pour cela que la Russie a aidé militairement ou a décidé de reconnaître la Transnistrie. Alors pourquoi? Je ne le sais pas. Je ne sais pas pourquoi. Mais en tous les cas, bon, la Transnistrie est un enjeu un petit peu mystérieux, puisqu'on ne sait pas trop ce que la Russie veut en faire. Et bon, en tous les cas, ce qui est certain, c'est que si la Russie n'a pas reconnu la Transnistrie, c'est pour un levier diplomatique. Alors peut-être futur, on ne le sait pas. Là, peut-être que la Russie ne s'occupe pas directement de la Transnistrie dans le sens massivement. Peut-être parce qu'elle n'a pas les ressources, tout simplement. L'Ukraine est déjà un gros morceau pour la Russie, et peut-être que la Russie, pour le coup, s'occupera vraiment de la Transnistrie plus tard et reconnaîtra non pas la Transnistrie en tant que pays, mais en tant que partie de la Russie, comme le réclament d'ailleurs les Transnistriens. Alors bon, avant d'aller plus en avant, un petit peu d'histoire. Donc la Transnistrie, c'était une partie de la Moldavie, Moldavie faisant partie de l'Union soviétique. Mais qu'est-ce qui s'est passé sous pression occidentale? Eh bien, la Moldavie a tout d'un coup décidé, donc au début des années 1990, d'imposer la langue de la Moldavie, qui est en fait du roumain. Et donc à partir de là, les Russes, russophones, qui étaient donc vraiment à l'est de la Moldavie, ont décidé de faire sécession, car furieux d'une telle décision de la Moldavie, donc ils ont décidé de faire sécession. Ça a monté à monter, et puis en 1992, il y a carrément eu une sécession militaire. Donc la partie russophone de la Moldavie a décidé que militairement, ils allaient prendre en main leur autonomie, et donc c'est devenu la Transnistrie en 1992, officiellement. Donc la Transnistrie a fait sa propre constitution, a élu son propre président. Ils battent leur propre monnaie. Ils ont une capitale qui est Tiraspol. Donc c'est un pays d'environ 450 000, 470 000 habitants. Et ce qu'il y a de remarquable évidemment, c'est que c'est un pays qui est resté sous l'ère soviétique. Tout est soviétique. Alors évidemment, c'est un pays qui se sent assiégé depuis le début des années 90, donc au niveau sécuritaire, c'est très fort. Ils ont leur propre KGB, ils contrôlent très bien leur territoire. Il y a un énorme dépôt de munitions russes là-bas, peut-être même plusieurs.
Donc un des dépôts de munitions a été attaqué certainement par des terroristes ukrainiens dernièrement, et de grandes tours radars ont été abattues, encore une fois, il y a l'année dernière, il n'y a pas si longtemps, c'était en septembre de l'année dernière, certainement par des terroristes ukrainiens ou moldaves, mais plus probablement ukrainiens. Donc il faut savoir qu'en 2006, il y a eu un référendum en Transnistrie pour le rattachement à la Russie, et le résultat est que 97% des Transnistriens voulaient intégrer la Russie. Donc ça fait exactement comme le Donbass, hein, c'est exactement la même histoire, sauf que dans le Donbass, Vladimir Poutine est intervenu puisque l'existence même de la partie russophone du Donbass était menacée, puisque depuis 2014, le Donbass subissait et subit toujours d'ailleurs l'artillerie et les bombardements par avion des bombes ou des obus ukrainiens. Donc c'était en gros les Ukrainiens de l'Ouest contre les Ukrainiens de l'Est. Donc c'est fratricide, hein, à la base, hein, c'est une guerre civile au sein de l'Ukraine, avant que la Russie n'intervienne directement avec l'opération spéciale. En tous les cas, pour donc la Transnistrie, les Transnistriens se sentent russes, mais ils ont quand même leur capitale, comme je l'ai dit, leur propre gouvernement. Et en fait, la Transnistrie, c'est la dernière région, entre guillemets, soviétique. Car eux, ils vivent comme à l'ère soviétique, avec les mêmes traditions soviétiques, etc. Alors la Transnistrie, c'est un petit peu plus complexe que cela, car il y a différentes nationalités, hein. Il y a des Moldaves en Transnistrie, des Bulgares, des Roumains, des Ukrainiens, voilà, mais évidemment, ils sont en minorité. Donc la Transnistrie, c'est une république très intéressante. Je le répète encore une fois, non reconnue par la Russie et de par le monde. Aucun État ne reconnaît la Transnistrie. Donc elle se reconnaît elle-même en tant que république autoproclamée. Mais en tous les cas, il y a environ 1500 soldats russes depuis le début des années 90 en Transnistrie, pour protéger justement la Transnistrie. Et la Russie intervient directement, donc militairement, mais aussi socialement, alors socialement dans le sens économique, hein, puisqu'elle, économiquement, c'est elle qui paye tout ce qui est service public, et c'est elle qui paye les retraites. Bon, pour le reste, c'est la Transnistrie qui se débrouille. Donc militairement et économiquement, la Russie dépend entièrement, la Transnistrie dépend entièrement de la Russie. Donc voilà, donc la Transnistrie, c'est très important pour la Russie, bien évidemment. Il ne faut pas oublier que la Russie, outre les quatre régions, les quatre oblasts déjà pris en Ukraine, veut aussi l'oblast de Kharkov, mais aussi l'oblast de Nikolaïev, au sud de l'Ukraine, et bien entendu l'oblast d'Odessa, afin de faire la jonction avec la Transnistrie. Voilà. Alors le sujet est devenu de plus en plus brûlant le temps passant, hein, parce que là les buts de Vladimir Poutine se sont précisés. Donc maintenant c'est quasiment confirmé par le Kremlin de la prise d'Odessa et de la jonction de la Transnistrie, ce qui est la pure logique, puisque moi ça fait 2 ans que je vous le dis dans les vidéos. C'est pas la première vidéo que je fais sur la Transnistrie, là c'est la deuxième. J'en avais fait une aussi avec Kaliningrad. Peut-être que ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. En tous les cas, voilà ce qu'on peut dire sur la Transnistrie. Donc je souligne que les Transnistriens sont très patriotes, que on va dire 95% ou 98% est très pro-russe, patriote russe. En fait, ils se sentent carrément russes, hein, tout simplement. Donc ils ont leur propre passeport, qui est un passeport de l'Union soviétique,
et qui est valable qu'en Transnistrie et en Moldavie, mais qui n'est pas reconnu par la Russie. Alors la Russie, évidemment, pour les Transnistriens, leur a envoyé un passeport russe. Donc les Transnistriens ont deux passeports. Un passeport de l'Union soviétique, qui est encore valable, étonnamment, et donc que pour les Transnistriens et les Moldaves, et la Moldavie, et un passeport russe. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur la Transnistrie. Maintenant, je vais vous laisser voir ce reportage d'Arte sur la Transnistrie qui est assez intéressant. J'arrête là, il n'y aura pas de conclusion. Donc encore une fois, si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, un commentaire, éventuellement un petit don, lien dans la description, et toujours, soyez curieux. Allez, venez les gars, on va au tank. C'est un circuit touristique pas comme les autres, pour un pays pas comme les autres. Le tank est placé ici depuis 1968. Depuis 2011, Andrei Smolenski organise des Soviet Tours pour les rares touristes autorisés à venir en Transnistrie. Le Soviet Tour, c'est notre concept destiné à montrer et expliquer les deux périodes de l'histoire de la Transnistrie. C'est quelque chose d'unique. C'est ce qu'on était venu chercher. Réellement, je ne suis pas surpris, car c'est ce à quoi je m'attendais. Un territoire qui est resté authentique, autonome. On est là pour apprendre un peu plus sur cet endroit, au-delà des peu de choses que l'on voit sur Internet, sur ce pays qui n'existe pas. La Transnistrie. Cette petite enclave séparatiste coincée entre la Moldavie et l'Ukraine a déclaré son indépendance en 1990. Malgré ses multiples demandes, elle n'a jamais été reconnue par la communauté internationale. Elle fonctionne pourtant comme un État. Ici, vous pouvez voir le Parlement et le siège du gouvernement qui date de 1983. La statue de Lénine de 1987, le drapeau de la Transnistrie et celui de la Russie. Dès qu'on franchit la frontière, on se rend compte que si c'est ethniquement pareil, la langue est différente. Ce n'est pas le même style de vie. Ça se voit, quoi. Ça n'a absolument aucun sens que ce territoire fasse partie de la Moldavie. Ils ne partagent rien, pas même la langue. Ici, la vie semble figée dans le passé soviétique. Dans les grandes villes, les vestiges de l'URSS sont visibles à chaque coin de rue. Pour les 470 000 habitants russophones du pays, l'histoire tient une place bien particulière. À l'image du 12 avril, célébré chaque année. En 1944, c'est la date à laquelle Tiraspol, la capitale, fut libérée de l'Allemagne nazie après 970 jours d'occupation. Il y a 78 ans, au-dessus du bâtiment du théâtre à moitié incendié, le soldat Mamedov a hissé le drapeau rouge soviétique avec une faucille et un marteau, mettant ainsi fin à une série de jours noirs d'occupation et de terreur. Plus récemment, c'est surtout la guerre séparatiste avec la Moldavie en 1992 qui a marqué les esprits. Un conflit de quelques semaines à peine qui a pourtant fait plusieurs milliers de morts, honorés chaque année sur cette place. Igor Smirnov fut le premier président de la Transnistrie, de 1991 à 2011.
Encore aujourd'hui, il est reconnaissant envers le grand frère russe. La Russie est devenue un pacificateur. Vous remarquerez que pas une seule personne n'est morte en 30 ans. Cela veut dire que l'attitude de la Moldavie, comme celle de la Transnistrie, se sont inscrites dans la tolérance. Personne ne tire au coin de la rue, personne ne court. Nous possédons un véritable respect pour le grand État qui a arrêté le massacre. Si la sécurité de la Transnistrie est toujours assurée par 1500 soldats russes, le petit État essaie malgré tout d'exister par lui-même. Connu pour abriter de nombreux trafics comme le trafic d'armes, ce territoire commerce aussi légalement avec le monde entier. Mais toutes ces productions, comme l'alcool notamment, doivent obligatoirement être estampillées en Moldavie, étiquetées comme produits moldaves et non transnistriens. Une injustice selon Vitali Ignatiev, le ministre des Affaires étrangères. Le principal problème est lié au fait que toutes ces années, la Moldavie a utilisé des méthodes de blocus, de restriction et de pression contre la Transnistrie. La partie moldave arrête nos citoyens pour des raisons politiques et interdit la libre circulation. Vous savez que nos voitures ne peuvent pas circuler librement dans l'Union européenne et depuis septembre de l'année dernière sur le territoire de l'Ukraine également. Actuellement, la Moldavie bloque l'approvisionnement en médicaments, en nourriture et en engrais pour nos producteurs agricoles. Ce sont des éléments du blocus et le principal obstacle qui nous empêche de vivre et de nous développer librement. Et l'autre obstacle est que la communauté internationale soutient malheureusement la Moldavie dans ses mauvaises pratiques pour le règlement du conflit. État sans existence officielle, ses habitants ont pourtant développé un fort sentiment patriotique. Sacha, 36 ans, est vigile dans un restaurant. Comme beaucoup, il vit dans un quartier hérité de l'époque soviétique, très représentatif de son pays. Choisis une grenade. Laquelle tu préfères? Celles-ci sont bonnes. Vous nous la recommandez? Elles sont bonnes et bien sucrées. Alors on va vous la prendre. Merci, passez une bonne journée. Ce quartier a été construit sous l'Union soviétique à la fin des années 80. De très nombreuses nationalités habitent ici. Russes, Moldaves, Ukrainiens, Bulgares, tout le monde. C'est une république aux multiples nationalités. Beaucoup de personnes de mon âge ou plus jeunes partent. Beaucoup de gens s'en vont en Russie. Et ces derniers temps, ils ont aussi commencé à se rendre en Europe à la recherche d'une vie meilleure. Maman, on est à la maison. Vous êtes enfin rentrée? Enlève son manteau. Tous les soirs, depuis le début de la guerre en Ukraine, Sacha s'installe devant Rossiya One, une chaîne publique russe où les présentateurs affichent sans ambiguïté leur soutien à la politique de Vladimir Poutine. La guerre, toujours la guerre en Ukraine, ça ne s'arrête pas. Ouais, c'est terrible. La situation actuelle, les derniers événements en Ukraine, ça nous touche. C'est très proche de nous. C'est un sujet brûlant. Tout le monde a des parents, des connaissances et des proches là-bas. C'est donc un sujet très émouvant que je suis régulièrement. Une émotion alimentée H24 par les médias officiels russes. Зеленский и Арестович признали, что они знали, что начнется спецоперация, но запретили проводить эвакуацию. А вот так теперь представьте, почему? Если спрашивать,
Si vous me demandez comment j'aimerais que le problème soit résolu, je souhaite la paix, l'harmonie, afin que la République moldave de Transnistrie devienne indépendante, ou dans le meilleur des cas, qu'elle fasse partie de la Fédération de Russie. Je vois ça comme ça. Évidemment, je veux la paix, le plus vite possible, et que cette guerre cesse de tuer les gens. Il est clair pour moi que cette guerre sert à protéger les russophones, mais je veux que ça s'arrête vite. Tout le monde ici souhaite la fin de la guerre. Pro-russes majoritairement, certains transnistriens n'ont pourtant pas choisi le camp de Moscou. Bender, la deuxième ville du pays. Alexander est professeur de mathématiques. Depuis le début du conflit, cet opposant de Vladimir Poutine est très actif sur les réseaux sociaux. J'aime vraiment cet homme. Je l'admire vraiment. Ce n'est pas la Russie ici. Nous sommes tout à fait libres de nous exprimer. L'accès aux médias, par exemple. En Transnistrie, tout est assez bien développé et on peut regarder ce que l'on veut en toute liberté. Si Alexander relaie les informations ukrainiennes, c'est dans un but bien précis. C'est juste que dans notre région, tout le monde est tourné vers la Fédération de Russie. Tout le monde pensait, et j'ai également cru pendant longtemps, que la Russie prenait soin de nous et nous aidait. Beaucoup de personnes ne regardent que les chaînes d'information russes et ont une vision du monde biaisée. Mais beaucoup de gens ne veulent pas accepter cette réalité. S'ils le faisaient, leur vision du monde s'effondrerait. C'est très douloureux. Je le comprends. Alexander reste néanmoins confiant. Son gouvernement, il le croit, saura trouver sa voie sans s'impliquer dans la guerre. D'autres ont perdu cet espoir et envisagent de fuir pour rejoindre ce qu'ils considèrent comme la mère patrie. Tatiana est professeure d'anglais. À 46 ans, elle n'a jamais quitté son quartier. Ça va? Oui, ça va. En 1992, alors adolescente, elle a vu, du haut de son immeuble, les Moldaves attaquer. On a vu, je ne sais pas comment ça s'appelle en anglais, depuis la droite vers la gauche. Ça ne s'est pas passé pendant qu'une nuit, une, puis deux, puis trois, et on a vécu dans cette peur. Pendant 3 mois. 3 mois. Des bombes, des bombes, des bombes. Hors de question pour Tatiana de revivre ce cauchemar. J'ai reçu un message très étrange et horrible. Je vais vous le traduire. Salut les bâtards, quelque chose comme ça. Mon nom est Alexander Alexandrovski, je suis un nationaliste moldave. J'ai posé des bombes sous vos écoles et je vais vous en envoyer aussi. Gloire aux Moldaves et mort aux Russes. Je suis russe, ça veut dire qu'ils envoient ce message à moi pour mourir? C'est un désastre, non?
Un faux ou un tox, ce type de message nourrit la peur de Tatiana et de son fils. Maman, c'est quoi ce message? Oui, il a été envoyé aux écoles. Ah oui? Oui. C'est vrai, regarde ici. Bâtard. Je m'appelle Alexander. Pourquoi rester dans une région qui a de tels problèmes quand on peut partir et se protéger? Où veux-tu aller? En Russie? En Russie? Oui, chez Nastia. Dès que possible, tu ne veux pas aller chez Nastia? Bah oui, je veux. J'ai envie d'aller là-bas, c'est toi qui me gardes dans ce pays de fous. Oui, on ira, on ira. De craindre que le conflit en Ukraine ne déborde en Transnistrie, Tatiana a décidé de vendre l'appartement de famille pour rejoindre Saint-Pétersbourg, où vit déjà sa fille aînée. Ce sont les dernières affaires que nous devons emballer. Nous emballons à la va-vite car nous n'avons plus de temps. Ah, regardez, c'est le passeport de ma mère. Il est encore valable. Vous pouvez voir, c'est celui de l'URSS. Elle l'utilise encore. Il est valable seulement en Transnistrie et en Moldavie, juste dans ces pays. Et en Russie? Non. Et d'ailleurs, tout le monde rigole. Nous sommes le dernier pays soviétique au monde. On est toujours un pays communiste. Tatiana est fière de son éducation soviétique. Sa mère, Galina, professeure de français, se sent, elle, trahie par la Russie depuis l'invasion de l'Ukraine. Moi, j'en ai assez de la guerre. J'aimais toujours Poutine, je le respectais, je le considérais très intelligent. Mais voilà cette idée que l'ennemi se trouve non loin de nos frontières. Ça m'a tué. Je ne suis pas contre les Russes, je suis contre la mort. Mais ce sont les Russes qui font mourir les gens, oui. Du peur pour mes enfants. C'est tout. Des citoyens partagés sur les responsabilités du conflit. Un pays tiraillé entre l'Est et l'Ouest. La Transnistrie a récemment été accusée de servir de base arrière aux militaires russes. Son gouvernement s'en défend. Vous pouvez regarder autour de vous et voir qu'il n'y a pas de structure militaire, de garnison. Aucune mobilisation n'est possible. Notre armée et notre doctrine militaire sont de nature exclusivement défensive. Nous défendrons nos intérêts, bien sûr, mais nous n'avons certainement et évidemment pas de plan d'agression pour attaquer nos voisins. Aujourd'hui, la Transnistrie refuse de prendre part à la guerre, mais elle l'a subie déjà. 27 000 réfugiés ukrainiens sont présents sur son sol, comme dans cette ancienne usine, spécialement aménagée. Ces femmes et ces enfants ont fui la région d'Odessa, à 100 km de là. Yulia partage ici une chambre avec sa sœur Diana. Ici, nous avons été bien accueillis. On nous a donné un appartement pour nous toutes seules. Il y a tout ce qu'il faut pour les enfants, des jouets, du linge pour se laver, tout y est. Doublement surprenant pour elle, Yulia et sa sœur ont été accueillies dans un pays russophone dont elles ne connaissaient même pas l'existence. Nous ne savions pas que nous allions en Transnistrie. Nous ne savions même pas ce que c'était. Quand nous sommes arrivés, la première chose qui a attiré notre attention, c'était les drapeaux russes. Cela nous a fait peur et on s'est dit, ça y est, on part d'ici. Mais d'un autre côté, nous nous sommes dit que nous étions au sein même de l'ennemi et qu'ainsi, on aurait peut-être de la chance. Nous prévoyons de partir ailleurs si la situation empire. On s'y prépare déjà. Si les deux sœurs se pensaient en sécurité, il aura fallu peu de temps pour que la guerre les rattrape. Peu après notre départ,
la déclaration d'un général russe a ravivé les tensions dans la région. Ce haut gradé a clairement affiché les ambitions de Moscou. Conquérir tout le sud de l'Ukraine pour permettre à l'armée russe de faire la jonction avec la Transnistrie. Quelques jours plus tard, plusieurs attaques ont été menées en Transnistrie. Contre un bâtiment officiel, des tours de radio russes et un dépôt de munitions où sont conservés des milliers de tonnes d'anciennes armes soviétiques. L'Occident y voit une provocation russe. Les Transnistriens pointent la responsabilité des Ukrainiens. Quant à la Moldavie, elle appelle au calme et au respect de son intégrité territoriale. Nous avons voulu savoir ce qu'il était advenu des personnes que nous avons rencontrées sur place. Certaines ont pris la fuite dès le début des événements. C'est le cas de Yulia et Diana, les réfugiées ukrainiennes. Nous les avons retrouvées à Paris, après 48 heures de bus. C'était long. 2 jours dans le bus, difficile de dormir, impossible de s'allonger. Mais nous n'avons pas eu d'autre choix. Vous avez eu peur? Est-ce que vous avez vu quelque chose? Oui. Je travaillais dans un restaurant ce jour-là. J'ai vu qu'il y avait eu, non loin de là, une explosion. Je me suis mise à lire toutes les infos disponibles. Nous avons découvert ainsi qu'il y avait eu des tirs quelque part, non loin de l'Ukraine. Ça aurait pu être pire. Mais on a préféré plier bagages et nous sommes partis, sans attendre que quelque chose de plus sérieux ne se passe. En attendant la fin de la guerre, les deux sœurs sont allées rejoindre des connaissances qui leur viendront en aide dans le sud de la France. Sacha, le vigile, est resté à Tiraspol avec sa femme et sa fille. S'il n'a pas encore été mobilisé, il suit l'évolution de la situation avec une certaine inquiétude et se prépare au pire. Eh bien, si les hostilités commencent réellement, on devra faire quelque chose. Nous avons une petite armée. Nous nous défendrons avec nos propres forces. Nous nous défendrons aussi longtemps que nous le pourrons. Je pense que ça se passera comme cela. Nous espérons recevoir l'aide de la Russie, bien sûr. On verra. Je voudrais croire au meilleur. Mais personne n'abandonnera la Transnistrie. Les habitants ne l'accepteront pas. Quant à Tatiana, ses enfants et sa mère Galina, ils ont quitté la Transnistrie. Je suis partagée, car d'un côté, nous sommes très tristes d'avoir dû quitter notre maison, mais nous sommes aussi très heureuses de l'avoir fait, car cela faisait 3 jours que nous tentions de le faire. Doit-on y aller? Doit-on rester? Partir? Il fallait prendre une décision sur ce que nous devions faire et comment le faire. Nous avions prévu d'aller en Russie, mais à présent, tout est bloqué. Voilà, ça c'est notre histoire. Galina aurait voulu rester chez elle, mais sa fille et les derniers événements l'ont convaincue de partir. Je voulais vivre ici jusqu'à la fin de ma vie. Mais la vie, c'est autre chose. Je rêve de revenir et je suis sûre que je reviendrai parce que je ne crois pas que les Transnistriens ou les Moldaves veulent se battre entre eux. Tatiana et sa famille seront hébergées chez des amis dans le nord de la Moldavie. Le temps de préparer le grand voyage vers Saint-Pétersbourg. Quelle que soit l'issue de la guerre, la Transnistrie et ses habitants ne maîtriseront sans doute pas leur destin. Une histoire particulière depuis ses débuts, qui continuera de s'écrire au bon vouloir des puissances voisines et de leurs intérêts.